Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième live des petits Olympiens. Je suis en compagnie de Simon. Salut Simon, ça Ouais, va? salut Pablo, ça va? Bah écoute, ouais, c'est cool, ça va super, c'est notre deuxième live. Ouais. Que demander de mieux, j'ai envie de dire, hein, c'est trop bien. En plus de ça, on commence à prendre un petit peu aussi d'expérience là-dedans, même si c'est que notre deuxième, c'est chouette de pouvoir continuer, donc non, je suis content. Bon, un peu moins content de ce qui s'est passé ces derniers temps avec l'OM, mais bon. Avec l'OM, c'est sûr. Alors, pour ceux qui écoutent à froid, entre guillemets, ceux qui écoutent soit sur Spotify, soit qui regardent la rediff sur YouTube ou Spotify, en fait, vous avez loupé un épisode. Pourquoi? Parce que le live de il y a une semaine et demie, le Ouais. premier live qu'on a fait, il n'y avait pas de rediff. On savait pas qu'il C'est fallait une cocher erreur de notre part, malheureusement, on on savait pas s'excuse. qu'il fallait cocher le petit bouton. Donc voilà, vous avez un épisode d'écart. On avait abordé Lyon, on avait abordé Strasbourg. Et on avait parlé de Mamadou Niang. Le programme du jour, c'est on va parler d'Angers. Et on va reparler du coup de Mamadou Niang. Comme ça, Ouais. tout le monde aura cette petite chronique, entre guillemets, sur Mamadou Niang. Voilà. Simon, t'en as pensé quoi du match contre Angers, là, vite fait? Bah écoutez, ce que j'en ai pensé, malheureusement, je vais être un peu vrai dans ce que je vais dire. Je vais pas cacher les choses, hein. Je vais être malheureusement déçu aussi parce que bah je pensais pas spécialement qu'on allait entamer le championnat d'une si bonne manière que ça, parce qu'il y a quand même une reconstruction à faire et on commence quand même pas trop mal, même si on a bien vu qu'on avait quand même beaucoup de réussite sur ces premiers matchs. Mais bon, ça n'explique pas trop la baisse de niveau quand même qu'on a eu sur les deux derniers matchs contre Strasbourg et contre là, Angers. Sachant que quand même Angers avait pris 2 points avant nous sur 6 matchs, donc sur 5 matchs. Donc forcément, ça laisse un petit goût amer quand même dans le moral de tous les supporters et aussi sûrement pour les joueurs. Hein, mais ils n'ont pas fait ce qu'il faut. Enfin, faut le dire, hein, ils n'ont pas fait ce qu'il faut. Ouais. Ça fait 3 matchs quand même qu'on prend des rouges, donc ça commence à faire beaucoup. Cornelius, Balerdi et là Mopé, surtout que Mopé c'était quand même largement évitable, surtout qu'on se rend quand même le match assez dans de bonnes conditions quand même, parce qu'ils prennent un rouge, bon on en prend un juste 2 minutes après, donc c'est quand même dommage, on profite pas de ça. Mais non, bah on en reviendra un peu après dessus, mais en tout cas moi mon premier ressenti ça a été beaucoup de colère, parce qu'en voyant ce match là je pense qu'on est forcément embêté et en colère. Après voilà, j'espère qu'ils se rattraperont et qu'on fera un bon mois d'octobre en tout cas. Euh, donc voilà. Et toi Pablo, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match Bah écoute, contre Angers? pareil, un petit peu désemparé. Après, alors je sais que c'est le début d'un projet, Salut Aziti. que c'est le début d'un cycle, et qu'il faut du temps en fait pour lancer un cycle. Ça, j'en suis complètement conscient. Mais le problème, c'est que là, enfin le problème, la désillusion, c'est que là on fait match nul contre le dernier de Ligue 1 Mm. au moment où on joue le match Chez nous. et chez nous. Donc même s'il faut du temps, même si ça se fait pas en un jour, un projet se fait pas en un jour, etc. Ouais, Titi, on en parlait sur Twitter après, mais ouais, Mopé aurait largement pu éviter le rouge. Le premier jaune qu'il prend, c'est sur un truc bizarre au Ouais, ouais. gardien. Il va, je sais pas trop s'il va le pousser, le chatouiller, Ouais, le c'est une machin. faute qui a pas spécialement besoin d'être là à ce niveau-là du, C'est du, ça. du match, surtout qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu pour le moment. Voilà, enfin c'est une faute qui était qui était largement évitable, ça Ouais, c'est sûr. c'est sûr. Et la deuxième est, je trouve le deuxième jaune sévère, le deuxième jaune de Mopé, mais c'est comme ça, tu fais Bon, après l'engagement y est quand même. voilà, c'est ça, tu fais un acte L'engagement qui y est peut quand même. être Il prend considéré un comme une premier, faute. un premier jaune déjà Mm. 4 minutes avant et là il en reprend un, surtout que l'arbitre venait juste de mettre un rouge à Angers, donc il était lancé à lancer. Moi, je vous avouerai que je le comprends, le rouge, parce C'est qu'il a sûr. pas à faire ça Ouais. et parce Les deux, que les deux gestes. ouais, bien sûr, et parce que je pense qu'il est assez professionnel pour pas faire ça, sauf que bah malheureusement en ce début de saison, je trouve que on a un groupe, on a des individualités fortes, mais on n'a pas encore un collectif Ouais. rodé. Et c'est par là qu'on le voit aussi, hein, sur des erreurs comme ça. Et j'espère que ça va pas nous coûter quand même certains points dans la saison. Parce que là, ça commence déjà Mm. à faire Angers, Strasbourg, même si Strasbourg c'est une belle équipe, du calibre de Marseille, on doit sortir avec la victoire. Ouais.
Quand on voit Surtout Monaco du qui a match. la Ligue des Champions et en plus de ça qui a le championnat, bon, bah écoutez, moi j'ai envie j'ai envie de. Là, pour le coup, j'ai envie de voir mon équipe de Marseille jouer comme ce que fait Monaco parce que bah ils sont vaillants depuis le début de la saison. Ils n'ont pas perdu un match. En Ligue des Champions, ils n'ont pas déçu. Et voilà. Et puis en plus, en championnat, ils font le taf. Contre Ouais. même des petites équipes. Bah oui, oui. Donc, Après, ouais, forcément déçu. après, faut du temps. Là, sur le 11 de départ, si je me trompe pas, il y a 3 joueurs qui étaient là l'année dernière. Il y a Balerdi, il y a Kondogbia, il y a Enrique. Et encore, Enrique est revenu à la moitié de l'année dernière. Hmm. Donc, Ouais, faut mais aussi que le collectif se crée. ouais, bien sûr. Mais ça, je le comprends totalement. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est l'écart de niveau entre différents matchs. Ouais. Tu vois, l'écart de niveau entre le match, admettons, contre Brest, premier match, même si Brest n'a pas été spectaculaire, et loin de là. Ouais. Nous, on n'a pas, on a fait notre match, on a été très bon en transition, d'accord. Mais ça fait combien de matchs que offensivement, je trouve qu'on peine. Même Greenwood, ça fait 2-3 matchs, on sent qu'il peine un peu plus à jouer. Alors, je sais pas si c'est parce que il est trop excentré sur le côté ou alors parce que je sais que pendant le match, on le voyait quand même un peu plus rentrer Oui, oui. au milieu de terrain et c'était quand même plus intéressant. Je sais pas, je sais pas. Alors, comme tu dis, hein, c'est très tôt pour encore faire des conclusions. Mais moi, je trouve quand même qu'il y a un écart de niveau qui est constatable, forcément, et qui est embêtant quand même. Ouais, c'est sûr. Après, j'ai pas vu beaucoup du match contre Strasbourg, comme je l'avais dit la dernière fois. Mais là, Angers, c'était une équipe qui jouait quand même bas, encore plus bas après leur rouge. Donc, est-ce que cet OM-là serait pas une équipe très à l'aise en transition, mais moins à l'aise contre des blocs bas? La question se pose, Ouais, sachant que ouais. Après, voilà, Angers, on il va galère. falloir aussi s'adapter à tout type de tactique, hein. Là, je vois, enfin, dans la tactique aussi, quand on a le ballon, c'est de laisser aussi Mm. venir les attaquants, les milieux de Ouais. terrain au niveau pour créer des espaces. Mais ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les équipes maintenant, elles le savent aussi, donc elles vont C'est ça. s'adapter à ça. Et on l'a C'est vu ça. par Strasbourg avec le marquage individuel qui a fonctionné à merveille et qui nous a coûté le match, forcément. Donc, forcément, il va falloir qu'il se renouvelle aussi à un moment donné, peut-être dans sa tactique courante de la saison. Je pense que les joueurs vont devoir aussi bien assimiler tout ce que demande le coach parce que c'est une grosse charge de travail. Je pense que le retour de Quentin Merlin nous fera aussi beaucoup de bien dans Ouais. l'équipe parce que on sent quand même qu'il nous manque un joueur de ce calibre dans les couloirs. Bah, c'est sûr. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là. J'espère que Rabiot va retrouver aussi et va s'installer confortablement dans cette équipe-là. J'espère que défensivement, Balerdi sera plus sûr. Depuis le début de Ouais. saison, c'est pas ça, hein. Moi, je suis cash, hein. Je sais que Pablo est un grand fan. Moi, je l'adore aussi, mais depuis le début de Ouais, cette saison, saison, c'est c'est plus dur. pas, Ouais. c'est pas, enfin, c'est très très dur. Cette saison, c'est Et plus dur. je pense qu'on peut tous saluer voilà, le début de saison de Rouli, hein, parce que lui, Ouais. sur les 6 matchs, il est là, quoi. Donc, Cornelius est bon aussi. oui, Cornelius, c'est bon, oui, bien sûr, mais Mm. moi, je tenais en tout cas à dire que Rouli fait un début de saison remarquable, et je le redis encore une fois, hein, mais 4 millions d'euros quand même, donc Ouais. Ouais. c'est quand même Ouais. une bonne pioche pour nous, très bonne pioche. Ouais. Après, on a 2 semaines pour travailler. On a la trêve pour travailler. On a quelques Argentins qui partent en sélection. Mais on n'a pas d'autres joueurs, il me semble, qui partent en sélection. Du moins, pas d'autres joueurs de la une qui partent avec les A. On a peut-être des jeunes qui partent en jeunes, etc. Mais ça va pas impacter le travail du groupe. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment, vraiment utiliser ces trêves et ces semaines de Ligue des Champions pour bosser en fait. Et Ouais, pour, après, ils le roder ce savent, hein, ils sont collectif, conscients de etc. ça, je pense. Oui, aussi. c'est sûr que De Zerbi y a pensé. Mais voilà, je pense que ça peut totalement jouer d'avoir des joueurs, peu de joueurs internationaux. Ça peut aider et ça peut permettre de travailler plus et de faire des mises en situation, voilà, avec des blocs bas, avec des attaques plus posées, parce qu'en fait on a beaucoup marqué en transition cette année, mais De Zerbi a un On jeu sent que dans qui le est jeu, quand c'est même plus poussif. qui demande Ouais. la possession, donc voilà, et on le voit bien contre Angers d'ailleurs. On surdomine en possession, on surdomine dans l'entrejeu, on surdomine dans le dernier Et tiers, on mais s'expose pas dans le beaucoup dernier aussi. geste. On C'est s'expose un problème. forcément aussi à des contre-attaques, hein, ça c'est sûr. On en a vu certaines contre Angers. Et là où aussi il va falloir travailler, je pense que c'est défensivement, parce qu'on est trop friable défensivement. Enfin, je pense que je suis pas le seul à le dire, hein, mais on sent que Bah, c'est sûr. défensivement encore on est un peu trop friable, donc il faut faire.
il faut faire attention à ça. Après, quand on voit aussi la qualité de notre banc, on s'attend à voir des choses. Moi, je suis convaincu que Jonathan Rowe va faire une belle saison, ça c'est sûr. Par contre, voilà, il faut pas non plus trop s'enflammer. On a vu beaucoup de choses sortir un peu dans les médias comme souvent, mais je pense qu'il ne faudra pas spécialement non plus s'enflammer pour le voir tout de suite titulaire. Pour moi, c'est encore un joueur qui doit travailler, qui doit forcément rentrer. De là à commencer titulaire, je ne sais pas encore, parce que je trouve que même si Luis Enrique, c'est un peu plus compliqué, et encore, pour moi, il doit rester titulaire. Moi, c'était juste une petite aparté que je voulais faire, mais voilà. Oui, pardon, j'étais en train de bouger la fenêtre de chat. Mais je suis d'accord, en fait, Rowe a cette percussion, il apporte cette percussion à l'OM. Mais en fait, le problème des joueurs rapides, c'est que quand ils arrivent en fin de partie, on peut se dire qu'ils sont très impactants et du coup, on aimerait les voir titulaires. Mais s'ils sont titulaires, du coup, ils ont moins cet avantage de rapidité et d'explosivité. Bah, bien sûr. Donc c'est à double tranchant. Si tu le mets titulaire, mais qu'il est beaucoup moins bon, entre guillemets, est-ce que ça vaut pas le coup de le laisser sur le banc? Voilà. Titi, vous pouvez largement viser la LDC pour l'année pro. Oui, je pense que ça reste quand même l'objectif. Ça doit être l'objectif principal du club. Oui, voilà, pour une année de reconstruction, on va pas essayer de viser le titre, c'est sûr, même si les premiers matchs nous emballaient un peu. Je pense que la Ligue des Champions, a fortiori si la Ligue des Champions a 4 places qualificatives en Ligue 1, enfin 3 et demi. 3 qualificatives, après on doit passer par un barrage. 4 avec le barrage, et le barrage saute, je crois, si le vainqueur de l'Europa, non, c'est pas comme l'année dernière. Je sais plus, mais en tout cas, on sait que moi personnellement, voilà, je serais pas très chaud pour faire un barrage. Vu comment s'est passé le dernier, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Mais oui, je pense que le podium de la Ligue 1 cette année est atteignable. On n'a pas joué Monaco, on n'a pas joué Paris, mais on a battu Nice, on a battu Lyon. On n'a pas joué Rennes, on n'a pas joué Lille non plus, donc va falloir faire attention. Lens. Mais on a joué Reims. On a joué Reims. Après Lens, je les vois un peu moins bien cette saison, je sais pas pourquoi. Ils sont toujours invaincus. J'y crois un peu moins. Oui, c'est vrai. Ils sont quand même toujours invaincus. Mais je sais pas, j'y crois un peu moins. Voilà, je pense que l'objectif de toute façon reste le podium. De toute façon, c'est un objectif que le club a fixé, ça c'est sûr. Ouais. Je pense qu'aussi la Coupe de France, il y a un vrai objectif à aller chercher au bout. Mais ça passera aussi par un collectif soudé, par un collectif qui travaille beaucoup et surtout par les consignes, le respect des consignes qui sont données par le coach. Donc voilà, je pense que c'est aussi grâce à ça qu'on a vu de nouvelles arrivées, mais on a vu beaucoup de joueurs d'expérience aussi. Ouais. Et je pense que ça va nous aider aussi forcément à un moment donné dans la saison, ça c'est sûr. Oui, on a quand même, comme dit Mathis, on a quand même l'avantage de jouer seulement la Ligue 1 et il faut utiliser cet avantage pour nous, quoi, c'est sûr. Que comparé aux concurrents, que ça soit Lille, que ça soit Lille, Monaco, etc. Ils jouent des Coupes d'Europe, donc c'est sûr qu'on a cet avantage-là et on a ce temps en fait pour nous. Voilà. Donc bon, là on a essayé de faire un peu le petit débrief de ce match contre Angers. Forcément, on l'a un peu amer parce qu'en plus de ça, je pense que vous pouvez le savoir, mais il y a la trêve internationale. Il y a une trêve internationale et on sait que quand on a une défaite de son club juste avant la trêve internationale, c'est long, c'est très long. Ça fait 2 semaines sans match. Donc ça fait 2 semaines avec cette défaite, ce nul, pardon. Mais moi je le prends un peu comme une défaite, personnellement. Donc ouais, c'est long. Et puis quand on voit Paris-Monaco, ils montent petit à petit, ils prennent des points. Et derrière, on avait quand même fait un petit trou. Et puis avec malheureusement un point. Malheureusement la défaite contre Strasbourg et ce nul là, on recolle quoi. Donc il y a des choses qui vont devoir être changées en tout cas dans la trêve. Après on attend des réponses des joueurs sur le terrain. Ça sera à eux de donner les réponses. Donc là, prochain match Montpellier. Là-bas, on reçoit Paris et après on va à Nantes. Moi je serai au match, tu seras sûrement au match aussi. Ouais, je crois qu'on y va ensemble d'ailleurs. Donc oui, donc là il y a 3 matchs. Paris ça sera un match à mettre de côté parce que ça sera un match chez nous. Forcément on attend tous la victoire. Ça
Ce sera toujours un Je match pense à part, qu'il y a une de équipe. toute façon. Je pense que l'équipe, voilà, si la tactique est respectée, si tout se passe bien durant ce prochain match contre Montpellier, qu'on arrive avec une bonne mentalité contre Paris, une mentalité de gagner, oui, on peut essayer de créer l'exploit, ça c'est sûr. Après, ça restera quand même très dur, mais il faut y croire. Moi, j'y croirai jusqu'au bout en tout cas, et puis c'est aussi un peu le moment de lancer sa saison aussi peut-être avec cette victoire contre Paris. Bah, je pensais, après la victoire contre Lyon, la victoire à l'arraché contre Lyon, je pensais que la saison Ouais, moi allait aussi, se lancer réellement. Puisque même les premières victoires ont pour la plupart été des victoires sur le fil ou des victoires. Par exemple, Nice, on gagne, mais on se fait un petit peu dominer, on se fait un peu promener, etc. Lyon, Toulouse, on on va gagner gagne, 3-1 mais. quand même, et Oui, après, bon, Brest, on gagne. Brest, Voilà. voilà. Et Mais oui, bah, Lyon et Nice sont ouais, des c'est victoires des assez. matchs, ouais. Voilà. Donc je pensais que Lyon allait vraiment nous permettre de lancer ça. Au final, on fait match nul. Enfin, on perd, on fait match nul. Donc ça lance un petit peu le cycle inverse. Euh, mais j'espère qu'on va se reprendre contre Montpellier. Après, le match contre Paris sera forcément un match à part. Et voilà. Mais bon, moi, je vais pas juger l'équipe trop sévèrement cette année, étant donné que c'est, voilà, comme je le disais, une année de reconstruction. On a beaucoup de changements. On a des joueurs qui sont arrivés, par exemple Rabiot, qui sont arrivés, qui va pouvoir jouer, mais qui peut pas encore jouer à son maximum. Donc on a des joueurs dans ce cas-là. On a Merlin qui va revenir, etc. Déjà, quand on pourra aligner Rabiot, Merlin, titulaire, ça peut changer une équipe. Ça peut changer la face d'une Oui, c'est équipe. sûr. Euh, voilà, surtout qu'il y a le mercato d'hiver qui arrive après, donc pouvoir refaire les derniers ajustements pour la saison, ça peut aider. Mais Non, et puis, non, moi non plus, je suis pas dans cet esprit-là de descendre l'équipe, parce que oui, comme tu l'as dit, c'est cette première saison c'est plus de l'année prochaine pour moi qui reconstruction. sera importante. Mais quand même, je mets un petit mais. Je trouve ça important quand même de rester sur une bonne dynamique, comme on a commencé le début de Ouais. saison. Et ouais, forcément, c'est agaçant de voir son équipe flopper 2 fois, ça c'est sûr. Enfin, pour le coup, Strasbourg, je pouvais un peu plus comprendre, parce que c'est une belle équipe quand même qui joue bien au football, on peut le voir chaque week-end. Mais Angers, vas-y, Angers, c'est. ça m'a fait mal au cœur quand même. Mais bon. Bah, surtout qu'on prend un coup franc un peu venu de. Ouais, nulle part. il est Le coup franc magnifique, hein, mais, la frappe est magnifique. sur le rouge de Mais Mopé. c'est pareil, voilà. Coup franc sur le rouge de Mopé. C'est ça, et si puis, je ne m'abuse. et puis c'est surtout que. J'ai un doute en fait en le disant. Non. J'ai un gros doute en le C'est pas disant. sur le, c'est Mais, pas sur le coup franc de Mopé, enfin la faute de Mopé, mais et puis on l'a vu souvent avec l'OM, hein. Généralement, quand il y a des équipes comme ça qui viennent jouer au Vélodrome, elles se donnent à 200%, parce que c'est une grande équipe, parce que c'est l'Olympique de Marseille. Alors pour d'autres clubs peut-être, hein. Moi personnellement, mais je trouve, c'est mon ressenti à moi, je trouve que on est plus, je sais pas comment l'expliquer, mais les équipes ont vraiment envie de créer vraiment l'exploit, parce que Marseille, ça fait parler. Marseille, ça fait énormément parler. Et puis à chaque fois, ils réussissent. Enfin voilà, il y a beaucoup d'équipes qui mettent des bangers chez nous, des buts de fou furieux. C'est ça, que ce soit Cazerie. L'année dernière, Jean-Eudes Aoulou, le milieu de terrain de Strasbourg, qui met 2 buts hors de la surface en reprise de volée. Enfin, il a jamais fait ça de la saison. Là. Là, le coup franc d'Angers, je pense que ça va être le seul coup franc qu'ils vont marquer de l'année. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça qui sont, voilà, qui font mal, quoi. Mais oui, comme tu peux dire, on doit prendre les 3 points, bah c'est sûr, hein, de toute façon, il faut que tu reçois le dernier chez toi, t'es obligé de prendre les 3 points, mais bon. Oui, voilà, c'est ça. C'est que si tu as comment un objectif comme est l'objectif de l'Olympique de Marseille, être dans les 3 premiers, être qualifié pour la Ligue des Champions, ces équipes-là, il faut les battre. C'est tout. Enfin, il y a pas de il y a pas de calcul. Bah ouais, il y a pas de calcul en fait. Il faut gagner le plus de matchs possible. Et en plus chez toi, donc ça pose problème. Mais bon, c'est comme ça. Mais est-ce qu'il y a un joueur, toi, qui t'a marqué? Tu m'as dit que tu n'avais pas pu voir le match en entier, etc. J'ai vu un petit peu le match. J'ai vu un petit peu le match. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a impressionné sur ce match-là? Bah,
Impressionné, oui et non. J'ai envie de dire, Ulysse Garcia, moi, Ouais. il m'a plutôt bien impressionné. Enfin, pas spécialement Ouais. impressionné, mais Oui, je j'ai vois ce eu que tu veux dire. un bon feeling. Regarde sa note, combien il a eu? Il a eu 7-2 sur Ouais, Football, voilà, quelque chose comme ça. c'est une note moyenne, mais je trouve Ouais. quand même plutôt une bonne note. Il a gagné le plus de duels du match, il a gagné 7 duels. Ouais, bah, c'est pour ça Ouais. que je le vois quand même, je le vois sur le match, je le Enfin, à ressentais comme égalité ça, hein. avec d'autres. Je le ressentais comme ça, et puis c'est surtout qu'il sort quand même d'une phase assez, bon, pas spécialement facile. Il avait été mis dans le loft et tout, il a convaincu De Zerbi de le reprendre. Là, Quentin Merlin s'est blessé, donc il rejoue aussi. Et il montre que bah voilà, il a certaines qualités, donc il est aussi limité, mais je trouvais qu'il était quand même vaillant. Donc moi je le mettrais. Alors forcément, je mettrais aussi Rouli, hein, parce que voilà, dans la continuité, Rouli, il fait un bon match. Ouais, Mais il fait un bon match, ça va. bah Mais oui, si, il, enfin, fait oui. pas, il fait pas le match de sa vie. Ouais, bah s'il est pas là, je trouve. on perd le match. Enfin, tu vois, sur des actions, Oui. sur des Ouais, occasions, je en vois, vrai, je vois. Ouais. on aurait pu être capable de perdre le match. Sur un match où le gardien est pas spécialement Oui, en forme, oui, comme on ça. a eu l'année dernière avec Ça. Paolo Lopez sur des trous, bah tu peux perdre le match parce qu'après, Ça. c'est une équipe comme ça, en plus, comme tu dis, qui joue bloc bas, C'est et vrai. puis. Mathis, terminé. pour toi, c'est Højbjerg l'homme du match du côté de l'OM contre Angers Ou ce que tu dis, c'est genre Ou c'est en global, général, ouais, c'est général. Parce que oui, moi je suis d'accord que Højbjerg c'est un très bon joueur. Alors on a d'autres très bons joueurs aussi à l'OM individuellement. Højbjerg c'est un très bon joueur. C'est une recrue qui fait du bien. Bah ouais, c'est une recrue qui va nous donner beaucoup d'air au milieu de terrain parce que c'est quelqu'un enfin, voilà, qui est énormément expérimenté. Même pour la Ligue des Champions, si on se qualifie l'année prochaine, ça va forcément nous apporter aussi. Donc non, c'est. S'il arrive à retrouver sa qualité de frappe de Tottenham en plus de tout ce qu'il apporte, c'est vrai qu'il a pas eu trop l'opportunité on a de un joueur de frapper fou. quand même. Ouais. Et après, t'avais dit Montpellier, c'est pareil, ils vont faire le match de leur saison. Le match sera à guichet fermé. Ouais, c'est ça. Je pense que Montpellier, ça va être bien. Ça va être un beau match parce que c'est quand même un derby. C'est pas très loin. Mais je nous vois quand même favori contre Montpellier. Faut pas déconner. Bah oui, moi aussi. Ouais, du coup, toi, Rully, t'as dit Garcia. ouais. Ouais, moi je fais par élimination. L'attaque, je l'ai pas trouvée flamboyante. Voilà. Mopé, bon bah n'en parlons pas. Henrique, je l'ai trouvé moins tranchant que les derniers matchs. Et Greenwood, pareil. Højbjerg, je l'ai trouvé bon, mais je l'ai pas trouvé si bon que ça. Je l'ai pas trouvé exceptionnel. Il y a un Carboni, joueur. il a pas été très très. C'est pareil, Carboni ça, a pas été très bon. c'est son premier match. Mais bon, c'est normal, ouais, voilà. Ouais, c'est son premier match, voilà. Il a vite joué du coup le numéro 9 parce que Mopé est sorti, donc bah, il a monté aussi d'un cran pour. Bon, il était un peu esselé devant, c'est pas son poste, hein. On comprend, on espère le voir sous une autre forme, mais c'est vrai que bah, pour la confiance, c'est pas fou quand même. Non, bah après, c'est l'équipe entière. Non, c'était mais pareil, ouais, hein. mais bon. Moi, il y a un joueur où ça m'inquiète pour sa confiance, c'est Wai, parce qu'il commence à enchaîner les matchs où il n'arrive pas à trouver le cadre. Sans but, ouais, les matchs sans but. Et il en avait marqué, il avait marqué un penalty contre Ouais. Brest, voilà. Ouais. Mais alors je dis pas que c'est mauvais parce que je le trouve au contraire assez bon, même dans le jeu quand il marque pas. Mais pour lui, ça peut être compliqué quand t'es attaquant d'enchaîner les matchs, d'enchaîner les grosses occasions sans marquer. Ça peut être compliqué, donc j'ai plus peur pour son moral à lui. Et moi par contre, il y a un joueur que j'ai vraiment apprécié regarder, c'est Murillo. Murillo, je l'ai trouvé très solide défensivement. Et même, j'ai trouvé qu'il allait de l'avant, etc. J'ai trouvé qu'il était vraiment pas mal. Murillo, c'est un peu un. Je dirais qu'il a un cran au-dessus de Ulysse Garcia, mais je trouve que c'est un peu dans la même mentalité. Dans la même veine, ouais, c'est ça. C'est C'est pour ça que ton choix m'a fait penser au mien, parce que c'est un peu les latéraux oubliés, entre guillemets, de l'OM, où c'était pas censé être titulaire. Après, cette année, Murillo, ça va être ça va. notre latéral droit titulaire. Hein. Il y a personne de l'autre côté. Pas l'air sans si grande forme. Non, et puis je pense que De Zerbi a fait son choix aussi. Donc voilà, mais non, c'est sûr que Murillo c'est un très bon joueur. Pour le prix, c'est pareil, hein. Ouais, c'est ça. On va revenir, je crois qu'on avait c'était payé 3 millions d'euros, donc c'est quand même intéressant. Après, on attend de voir encore dans la continuité de la saison. Ouais, bah c'est normal. C'est que le début de saison, donc on peut pas spécialement encore se projeter. On attend de voir en tout cas. Tu parles de Højbjerg, Mathis, il s'est très vite acclimaté, il sera une pièce maîtresse de De Zerbi, il est deuxième capitaine après Balerdi. Il s'est très vite adapté. En même temps, je pense que c'est un joueur qui a cette faculté-là en plus, de il parle s'adapter. français, il a la facilité de parler français, donc c'est quand même plus facile pour lui, pour son intégration.
Ouais, franchement, c'est très très fort. J'ai hâte de le voir associé à Rabiot en titulaire. Je pense que ça peut faire vraiment un milieu de terrain très 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 fort. Avec un 10 au-dessus, que ça soit Carboni ou Harit, Ou Koné. ça peut être pas mal. Ou Koné, Mais bon, il effectivement. s'est reblessé, donc c'est compliqué. Ouais. Et moi, il y a un autre joueur aussi qui m'a impressionné, comme beaucoup de matchs cette saison, mais il est rentré, c'est Rowe, en plus il a marqué. Mm. J'avais fait un tweet là, sur son but, la façon qu'il a de se retourner sur ce but, c'est hyper Ouais, rapide, ouais, c'est fluide bah, sans c'est hyper toucher la intéressant. balle Bah, et il tout, est très c'est intéressant, ce joueur, hein, très très franchement. fort. Et ouais, toutes ses entrées quasiment sont impactantes. Il n'a pas énormément de minutes de jeu, mais il les rentabilise bien, parce que je crois qu'il a un but toutes les 50 minutes ou un truc comme ça cette saison. C'est assez impressionnant. Euh, mais forcément, quand tu as moins de minutes et que tu marques, ça gonfle cette stat. Mais ouais, je le trouve vraiment impressionnant. Et puis dans la percussion et dans le déséquilibre, en fait, c'est un des joueurs qui arrive Mm. le plus facilement à trouver cette phase de Ouais, déséquilibre. c'est vrai. Et c'est très fort. Je trouve que Rowe, et sur ces 2-3 derniers matchs, en plus, il marque contre Lyon, il marque vendredi dernier. Je trouve qu'il est très très intéressant sur cette aile gauche. Mais je sais pas si j'ai envie de le voir titulaire parce que il nous apporte ce déséquilibre en fin de rencontre, etc. etc. Je sais pas s'il l'apporterait en début de rencontre. Ouais, moi Mais je pense après, qu'on est sur la même longueur d'onde. Enrique s'il rentre, apporte aussi cette vitesse et cette technique. Donc Ouais, mais au je pense final, ça qu'il reviendra au il même. a plus cette expérience-là Ouais. pour, pour être titulaire, même sur des gros matchs, même si je vois un peu la fougue de Rowe sur des gros matchs et tout, mais j'ai peur qu'il s'éteigne vite aussi, tu Ouais. vois. Ouais. Qu'il réussisse un bon dribble et puis que derrière il ait du mal et Ouais. puis qu'en fait après derrière ça le plombe. Et bon, si on a un ailier qui est plombé au bout de 15 minutes de jeu, c'est vrai que c'est C'est ça. compliqué pour le reste du match. Donc, Ouais. moi, je le verrais bien, comme tu dis, voilà, pour le moment, rester remplaçant et apporter ce qu'il peut apporter en fin de match. Laisser Luis Enrique faire ce qu'il fait, parce qu'en plus, il est quand même plutôt intéressant, même dans le jeu. Enrique, il est vraiment bon cette année. Donc, moi, je souhaite qu'il continue à progresser. Donc, ouais, moi, je pense que je le verrais bien continuer sur le banc pour l'instant, Jonathan Rowe. Ouais, je pense. Est-ce que t'as un prono, toi, pour Montpellier? Bah, c'est compliqué à dire parce que c'est pas maintenant. Et en même temps, forcément, j'ai envie de nous voir gagner. Sachant Allez. que Montpellier est avant-dernier. Ouais, ouais, je sais. Mais bon, quand on voit ce qu'on a fait Voilà. contre Angers, on peut s'attendre à tout. Euh, ouais, je vois une victoire 3-1. Allez, je vois une 3-1. victoire 3-1 Ouais. contre Montpellier J'allais dire, avec ouais. des buts. Et puis je vais mettre Greenwood buteur parce qu'il aime bien marquer à l'extérieur. Mm. Je vais mettre Wai. Mm. Pourquoi pas mettre Wai. Et, euh, et j'ai envie de mettre Rabiot. Allez, je vais mettre Rabiot en buteur. Et ben, on Pourquoi va pas. se rejoindre pas mal, parce que moi, je vois bien un bon 2-0 pour nous, Ok. assez sec, avec un but de Greenwood aussi. Et un but de Rabiot, je viens d'y penser et je le sens que tu l'as dit juste avant moi. Mais ouais, Rabiot, je le vois bien lancer ça. Et soit sur une frappe de loin, soit sur un corner, un coup franc. Surtout qu'il peut commencer qui titulaire, reprend, Rabiot. ouais, je pense que Montpellier va commencer titulaire, j'espère, avant Paris. Et comme ça, il peut être titulaire à Paris. Enfin, contre Paris à la maison. Ça peut être pas mal. On va pas faire les pronos pour Paris parce qu'il me semble que notre prochain stream tombe entre Ouais, Montpellier et c'est Paris. ça. Donc on en parlera à ce moment-là, on Et pourra faire un avant-match voilà. aussi. Et par contre, du coup, on vous doit, entre guillemets, cette petite chronique sur Mamadou Niang. Donc pour ceux qui sont à froid sur YouTube ou sur Spotify, la partie débrief s'arrête ici. Donc pour ceux qui écoutent en podcast, c'est fini. Et par contre, pour ceux qui sont encore là sur YouTube ou sur Twitch, on continue et on fait cette chronique sur Mamadou Niang. Le format, à partir de maintenant, de tous les streams, je le répète parce qu'on l'a expliqué la dernière fois, mais on n'avait pas enregistré. Le format de tous les streams, ce sera débrief des matchs qu'il y a eu entre les. J'essaie de cadrer mon doigt, mais avec la caméra inversée, ça me perturbe. Ce sera le débrief des matchs qu'il y aura eu entre les deux streams. Donc là, en l'occurrence, il y en avait un. Donc débrief de ce match-là. Et un sujet un petit peu plus préparé, entre guillemets, avec soit un portrait d'un joueur de légende, soit d'une équipe marquante de l'OM, soit au contraire de flops qui sont passés à l'OM, soit de, je sais pas, d'une histoire ou d'un sujet particulier, ça pourrait être des mercatos, des trucs comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, on le refait parce qu'on n'avait pas enregistré la dernière fois, c'est Mamadou Niang.
on va pas commencer par un petit portrait de Mamadou Niang au moment où il arrive à l'OM. Donc Mamadou Niang, il est né en 1979, il est sénégalais. Et avant d'arriver à l'OM, il a fait à peu près 140 matchs en professionnel. Il a marqué 45 buts, 34 en championnat, donc principalement Ligue 1, Ligue 2 en France. Et il est déjà international sénégalais au moment où il arrive. Ouais. Remplaçant, certes, mais il est déjà international sénégalais. Et il nous arrive de Strasbourg, où il a joué 51 matchs en temps de jeu pur. Il a dû jouer 80 matchs, mais en termes de minutes jouées, ça donne 51 matchs en 2 saisons. Et il a marqué 21 buts à Strasbourg sur ces 2 saisons. Donc 9 et 12 la deuxième saison. Simon, est-ce que tu as toi des souvenirs de Mamadou Niang, un portrait, un style de jeu peut-être? Ouais, bah, pour moi, Mamadou Niang, déjà, c'est un attaquant très complet, qui va forcément vite, très bon dribbleur, bon joueur de la tête, qui sait où est le but. Pas très grand. Non, pas spécialement Mais grand, bon mais joueur de la tête. voilà, il sait où se trouve le but à chaque fois, et qu'il soit dos au but. Sur des retournées acrobatiques, il marquait de très beaux buts, des buts venus d'ailleurs même parfois. Oui. Et il avait cette faculté à mettre de très jolis buts. Donc non, c'est un bon souvenir, surtout que c'est un joueur qui lâchait rien sur le terrain. Et qui avait une très bonne mentalité, et qui avait vraiment la mentalité du club. Donc non, c'est vraiment c'est vraiment une légende du club. Ouais, c'est ça, joueur rapide, joueur technique, finisseur, un joueur très polyvalent finalement, qui pouvait jouer à gauche, qui pouvait jouer à droite, qui pouvait jouer en pointe, plus à droite et en pointe. Mais à l'OM, on a vu les deux, hein. Et d'ailleurs, ça se voyait parce que quand on regarde un petit peu ses matchs ou ses actions, etc., souvent il arrive soit de l'aile, soit du demi-espace pour aller vers le but. Et la plupart de ses buts d'ailleurs sont soit sur des crochets, etc. Mais il est un petit peu décalé, il est rarement face non, mais il aimait bien jouer le 1 contre 1 aussi. Hein, Niang, il était plutôt ou le à 2 l'aise. contre 1. Ou le 2 contre 1. J'ai un souvenir d'une talonnade là qui passe entre des défenseurs qui était assez magnifique. Mais non, mais c'était un très bon joueur, et un très beau joueur à voir aussi. Très habile avec ses pieds. C'est ce qu'on lui demandait. Ouais, c'est ça. En fait, ses pieds, il pouvait les utiliser n'importe comment, que ce soit pour éliminer, pour finir. Moi, pour passer, j'ai moins de souvenirs de passes grandioses de Niang. Ouais. Enfin, il n'y en a pas une qui me vient en tête. Il y a des buts qui me viennent, il y a des dribbles, des éliminations qui me viennent. Mais j'avoue qu'une passe. Après, c'était pas non plus ce qu'on lui demandait. Voilà, c'est pas ce qu'on lui demandait. Mais il y a certains attaquants qui font de très belles passes. Ouais. C'est vrai qu'après, c'est pas. Ça fait quand même pas mal de temps, Mamadou Niang. J'ai plus de souvenirs de André Pierre Gignac, admettons, que de Mamadou Niang, forcément. C'est pas la même époque. Donc voilà. Alors, il arrive du coup à l'OM en 2005-2006 pour 7 millions d'euros, sachant que le marché n'était pas le même, etc. Mais voilà. Pour les analyses d'attaquants, les portraits d'attaquants comme ça, on va avoir une notion assez capitale, c'est la notion de match important et de but ou de passe décisive dans des matchs importants. Donc un match important, c'est un match du top 6 de la Ligue, enfin du championnat, cette année-là. Donc là, top 6 de Ligue 1 cette année-là, ou une grosse équipe à l'étranger. Donc Mamadou Niang, on va retracer un petit peu son parcours à l'OM. Il arrive donc en 2005-2006, il arrive au mois de juillet. Il joue son premier match contre les Young Boys de Berne en Coupe Intertoto. Il marque son premier but, un but du pied droit. Ensuite, il marque contre la Lazio en août, pareil, toujours en Ligue des Champions. Pardon, parce qu'en fait, la Coupe Intertoto arrivait avant la Ligue des Champions. C'était l'année de transition. Ouais, et on jouait 2 coupes la même année à l'époque. Et d'ailleurs, on gagne cette Coupe Intertoto. Voilà. Donc, cette année-là, c'est 14 buts. C'est pas mal pour une année d'arrivée quand même. Ouais, surtout à Marseille, qui est pas spécialement facile pour les attaquants. Et 7 passes décisives. Donc, on disait qu'il passait pas énormément, mais il savait les faire. Comme j'ai dit, hein, c'est un attaquant assez complet. Hein. Il a toujours de très bonnes stats entre ses passes et ses buts. Et du coup, je vous parlais de la Coupe Intertoto. Il marque en finale contre la Corogne. La Corogne qui était un très gros club d'Espagne, qui gagnait la Ligue Europa, je crois, l'année juste avant. Enfin, l'UEFA, la Coupe de l'UEFA, qui n'était pas encore la Ligue Europa à l'époque, mais voilà. Il la gagne l'année juste avant. Et Niang marque donc contre la Corogne en finale. Il y avait 3-3 au cumulé. Et ce but nous fait passer devant 4-3. Et on gagne donc cette finale,
qui nous donne notre deuxième coupe européenne de notre histoire. C'est une magnifique frappe enroulée du droit, lucarne opposée, enfin bref, magnifique. Donc cette année-là, en termes de buts dans des matchs importants, Mamadou Niang, c'est en Ligue 1, un but contre Auxerre, un but contre Lyon en Coupe de France, en demi-finale retour, un but contre Auxerre encore, et un but en finale de Coupe de France qu'on a gagné. Donc c'est 3 buts dans des matchs importants, parce que la Coupe de France n'était pas contre un des clubs que j'ai cités juste avant. Donc 3 buts dans des matchs importants. Ensuite on passe à la saison d'après. Là, 2006-2007. vous avez l'habitude pour ceux qui écoutent en podcast, mais tout ce qui est statistiques, etc., c'est un petit peu plus moi qui m'en occupe. Voilà. Bon, il est plus Parce expérimenté que là-dedans. Simon est plus un romantique du football et Je suis moi plus un matheux du foot, voilà. Donc l'année d'après, en 2006-2007, Mamadou Niang il marque 16 buts et il fait 9 passes décisives. Donc pareil, une saison qui reste quand même sur des standards toujours assez hyper élevés. intéressant. Et en termes de buts importants, on a un but dans le Classico, un but contre Lens, un but contre Lyon, un autre but contre Lyon et un but contre la Corogne. Ce qui nous fait, j'ai mis 4, mais ce qui nous fait en fait 5, faudra que j'apprenne à compter. Ce qui nous fait 5. Pourtant, t'es tacticien. Oui, bah c'est ça qui statisticien. m'étonne. Donc ça nous fait 5 buts importants. J'ai considéré tous les classicos comme des matchs importants à chaque fois, même si Paris finissait pas premier, ça restait surtout les classicos de cette époque-là, ça restait des matchs particuliers. Ensuite l'année d'après, 2007-2008, c'est 20 buts, c'est 5 passes décisives. En fait, d'année en année, il montait en créneau. Une saison au niveau des buts. où il marque beaucoup plus, mais quand il marque plus de buts, il fait forcément un peu moins de passes D, mais par contre, ça s'équilibre toujours. Franchement, c'est impressionnant cette régularité qu'il a. Donc, et en termes de buts dans des matchs importants, il marque contre Nancy qui finit, je crois, 4ème ou 5ème cette saison-là. Il marque contre Nancy, il marque contre Lyon, il marque contre Bordeaux, il marque contre Paris, il marque contre Lyon, il marque contre Bordeaux et il marque un but contre Porto à l'aller et un but au retour, ce qui nous fait 8 buts dans des matchs importants. Sur 20, ça fait quasiment la moitié de ses buts dans des matchs importants, donc ça fait un joueur quand même assez clutch. En fait, ce qui est bien avec cette notion de but dans des matchs importants, c'est que peu importe l'époque et peu importe le joueur, on pourra faire le ratio de pourcentage. Par exemple, imaginons, on parle de Josip Skoblar qui nous envoyait 45 buts par saison. S'il en envoyait que 2 dans des matchs importants, contre Mamadou Niang, qu'on envoie la moitié dans des matchs importants, on se dit qu'il y a un mec qui marquait beaucoup mais qui était moins clutch et l'autre qui marquait moins, mais par contre ses buts ils avaient peut-être plus de valeur. D'importance. Bon, on fera sûrement un épisode sur Skoblar parce que c'était vraiment malade mental. C'était un fou furieux. Ensuite, 2008-2009, pareil, 20 buts, 15 passes décisives. Donc 35 contributions directes à des buts. Il fait la saison de sa vie, je pense. Ouais, je simplement. pense que c'est quand même assez... Attends, parce qu'il y a la saison d'après, quand même, qui arrive après. Donc, 20 buts, 15 passes décisives, 35 contributions décisives, c'est quand même assez fou. Et en termes de buts dans des matchs importants, Paris, Atlético, un but aller, un but retour contre l'Ajax, un but contre le LOSC et un but contre Toulouse, qui finit pareil dans le top 6 de Ligue 1 cette année-là. Donc ça fait 6 buts dans des matchs importants, pardonnez-moi pour ce... Il fait encore une très grosse saison. Ce qui est bien, c'est avec lui, c'est que c'était sa régularité qui était son point fort pour le coup, parce que c'est pas donné à tous les attaquants. Mais alors lui, 14, il l'avait. 14, 16, 20, 20, et même en termes de passes décisives, ouais, c'est là ce que j'allais 15, dire, c'est que ça soit des deux côtés, passes décisives ou but, c'était très fort. C'est pour ça que ça m'étonne qu'il y en ait aucune qui nous ait marqué, parce qu'il en mettait quand même beaucoup. Après, c'était comme je te dis, c'était pas spécialement notre génération aussi. C'est ça. Et on voit même dans les compiles, etc., on voit souvent beaucoup plus les buts. Je vous invite à regarder des compiles de Mamadou Niang, franchement c'est hyper intéressant. Franchement, on prend un plaisir assez fou. J'ai regardé avec Pablo, on a pris un sacré plaisir à regarder tout ça. On prend un plaisir assez fou. 2009-2010, saison d'après, et dernière saison de Mamadou Niang à l'OM, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. C'est 22 buts et 10 passes décisives, donc 32 contributions directes, un petit peu moins que l'année d'avant. Mais on est sur une régularité qui est assez folle. Voilà, comme tu le disais, en termes de buts, ça montait crescendo d'année en année. À part 2 saisons où ça a stagné à 20, mais 22 buts, 10 passes décisives, c'est juste stratosphérique. Et par contre, beaucoup plus de buts, mais c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, en buts dans des matchs importants, on en a 2. On a Montpellier, on a Lille. Donc ça veut dire qu'il marquait beaucoup contre des petites équipes. Donc, c'est pas que c'est des buts qui ont moins de valeur, mais c'est des buts qui témoignent moins d'un facteur clutch en fait. Puis même au niveau des médias, ça fait moins parler forcément. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, en tout, si on cumule la totalité de tous ces buts importants, c'est 24,
contre le top 6 de Ligue 1 ou contre des Sur grosses 6 saisons. écuries européennes. 5 24 sur 5 saisons. 5 saisons. Ouais, de 2005 à 2010. Donc ça fait, je vous spoil un petit peu, on n'a pas donné le total de ses buts, mais ça fait un quart de ses buts. C'est quand même assez C'est une belle important, statistique. hein, C'est une très belle statistique. un quart pour de ses joueur, buts. Mais surtout, dans en fait, dans comme des je matchs disais, pour un compliqués. attaquant dans un club qui est aussi compliqué en fait à s'adapter, parce qu'on sait très bien comment est l'Olympique de Marseille pour les attaquants surtout. Donc, on en a tellement vu échouer que quand on voit toutes ces statistiques, bah, on se dit que c'était quand même quelqu'un avec qui c'était tranquille quand même devant. Ouais, c'est sûr. En termes de bilan, l'Olympique de Marseille, Mamadou Niang, il a apporté beaucoup de souvenirs, certes, mais il a aussi apporté 100 buts à l'Olympique de Marseille. Il a joué 227 matchs, et en termes de minutes de temps de jeu effectif, c'est à peu près 194 matchs, si on divise ses minutes par 90. Il a quasiment fait la totalité de ses matchs. Voilà. Et 100 buts et 36 passes décisives, donc ça fait à peu près 0,5 buts par match. Et à noter, c'était pas un joueur qui se blessait énormément. Non, Mamadou non, Niang. pas du tout. Non, non, Il vraiment était quand très rarement même blessé. il était Ouais. quand même très il se blessait jamais, donc en fait c'était quelqu'un de très fiable quoi. Bah ouais, c'est ça, Mamadou Niang, si on doit faire un bilan, c'est un joueur qui ne se blessait rarement, qui était fiable, qui marquait à peu près tous les 2 matchs, importants aussi. C'est assez fort, qui faisait quand même pas mal de passes décisives. Mm. Sur 2 tiers de ses matchs, il a été décisif, que ça soit but ou passe décisive. C'est un joueur qui a gagné 2 trophées avec l'OM. Et avec l'histoire récente de l'OM, c'est dur de trouver un joueur qui a gagné 2 trophées. Il gagne une Coupe de France et une Ligue 1, notre dernière. Hein. Et un trophée des champions aussi. Un trophée des champions, exactement. Mais le trophée des champions, il le gagne juste avant de partir. Ouais. Voilà. Il finit une fois meilleur buteur de Ligue 1 uniquement, il me semble. J'ai pas noté la stat, mais il me semble que c'est ça. Pas plus de Ligue 1 parce qu'il est arrivé dans les grandes années de Bordeaux et de Lyon. Et du coup, Bordeaux aussi. Les grandes années de Lyon, il y a pas grand monde qui a pris, qui a mangé. Ils étaient très forts cette année-là, ces années-là. Bordeaux, pareil, qui prend un titre quand il est là. Et par contre, petite distinction individuelle, il est dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Olympique de Marseille, avec son but. Bon, il est 10ème. Il est rentré, okay. C'est une légende dans le club. Hein, il est top 10, pour moi, c'est une légende du club. 10ème meilleur buteur, un mec qui marquait un quart de ses buts dans des matchs importants, qui a marqué 100 buts en 5 saisons. Ouais, puis surtout qu'on en entendait parler souvent quand même de Mamadou Niang. On sait qui c'est, on voit quel joueur il était, on se souvient de son attitude sur le terrain. Ouais. Et comme on peut dire, hein, pour un peu boucler le mot de la fin sur Mamadou Niang, pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un de très fiable, comme tu as dit, donc fiabilité, et en même temps, c'est un attaquant hyper complet. Ouais. Donc, quand on a ces deux choses-là, on peut faire de grandes choses, et je pense qu'il a réussi à le faire. Mais alors, la dernière fois, tu nous as comparé Mamadou Niang à Erling Haaland, la comparaison était un petit peu osée. Moi, il y a un joueur actuel, alors ça va être osé aussi, mais dans l'autre sens. Il y a un joueur actuel à l'OM qui me fait penser à Mamadou Niang, et en fait, c'est Eli Wahi. Parce que, ok, Eli Wahi pour l'instant n'a pas marqué, mais c'est ce neuf qui peut jouer sur un côté, ce neuf qui est assez rapide, qui est quand même assez technique, qui peut finir, etc. C'est ce neuf qui est quand même assez complet, qu'on n'avait pas eu depuis longtemps à l'OM, parce que Milik, Balotelli, Alexis Sanchez avait moins cette rapidité, etc. Aubameyang l'avait un petit peu, je dois l'avouer. Mais je trouve qu'il y a une similarité dans le profil. Je vois ce que tu veux dire. Moi, pour me défendre là, sur ce que tu as dit sur Haaland, parce qu'ils sont en train de se dire, ça se trouve, c'est un malade mental, ce gars. Non, pas du tout. En fait, là où je rapprochais les deux profils, c'est que je trouvais que Haaland, il a une facilité de haut but qui est impressionnante. En fait, il sait où se trouve le but tout le temps. En fait, tout le temps, il sait où se trouve le but. Et donc, dès qu'il se retourne, il sait qu'il va marquer parce qu'il sait où il est. Et en fait, sur les buts que met Mamadou Niang, on ressent beaucoup en fait ce truc-là de j'ai le ballon dos au but, en fait je sais que le but est derrière moi et je sais où je vais placer le ballon. Et c'était juste sur ça que je voulais faire le rapprochement, parce qu'on sait très bien qu'Erling Haaland est largement au-dessus de Mamadou Niang, il n'y a pas besoin de le préciser. Mais par contre, je trouvais que sur ce positionnement-là et sur ce trait de caractère qu'avait Mamadou Niang, il y avait une ressemblance un peu au profil d'Haaland. Après voilà, chacun a sa pensée, mais moi voilà, je l'ai ressenti comme ça en tout cas.
Non mais voilà, pour vous dire, je trouve que Mamadou Niang et Wai ont un profil quand même assez similaire. Et j'espère que Eli Wai va faire la même carrière à l'OM On que espère Mamadou tous. Niang. Ouais. Sachant que Wai arrive quand même plus jeune que Niang. Voilà, Niang a aussi quelques petites masterclass en Ligue des Champions. Et il arrive dans une belle ère en Ligue des Champions pour l'OM. Mais voilà, écoutez, je sais pas si t'as d'autres choses à dire. Bah écoutez, si vous avez des petites questions sur le chat, on peut y répondre, voilà, N'hésitez y a pas de pas. problème. Mais sinon, bah écoutez, après, nous on a fait notre tour. On refera du coup un live sur le moment, enfin un stream juste avant le match de Paris pour Ouais, faire après le match de Montpellier, du coup. voilà, donc pour faire un débrief du match de Montpellier et un avant-match de Paris et peut-être un bonus un peu comme ça à la fin. Ouais. On verra au niveau du timing. Ouais, je pense. Mais c'est sûrement ce qu'on va faire. Et puis après, voilà, vous pourrez retrouver les épisodes découpés comme on a pu vous Ouais, expliquer sur Spotify, sur comme toutes les avant, plateformes de streaming. Spotify, Deezer, Voilà. Apple Music, Apple Podcast, etc. Comme avant, pour ceux qui écoutent un podcast, ça change rien. D'ailleurs, merci beaucoup pour le podcast parce qu'on est bientôt à 500 écoutes Ouais. cumulées. Il nous en reste 4 petites écoutes et puis on sera aux 500 cumulés. Pas de questions dans le chat pour l'instant. Merci d'avoir participé, merci d'avoir interagi, surtout Mathis et Titi. Merci beaucoup. Écoutez, Ouais, merci, c'est cool. Je pense que le stream prend fin. Ouais, Ça fait plaisir. on va s'arrêter maintenant. C'est un On vous exercice qui remercie nous plaît beaucoup. voilà, ouais, Ouais. ouais. C'est un exercice qui nous plaît beaucoup. C'est un exercice où on se sent aussi beaucoup plus à l'aise que. Même si sur les podcasts on se sentait très à l'aise, je trouve qu'on se sent encore plus à l'aise et c'est plus vivant. En plus, on peut discuter directement avec vous, donc c'est chouette. Donc, on tenait à vous en remercier aussi. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve à la prochaine. Allez. Donc dans 2 semaines, le mardi. Salut Bye l'équipe. bye.